seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. La région des Pays de Loire attire chaque année de nombreux touristes. On n'y compte pas moins de 657 campings, dont les 3/4 sont équipés de piscines ou complexes aquatiques. La consommation d'eau est conséquente, notamment dans le Pays de Ré, où se côtoient agriculture, industrie et tourisme. La préservation de cette ressource et la limitation des impacts environnementaux liés au tourisme est au cœur des préoccupations de la région, mais pas que. Nicolas Charrier, qui dirige le camping des Rochelais à Saint-Brévin-les-Pins, expérimente le projet nommé Aquapool, soutenu par la région, l'Agence de l'eau des Pays de la Loire et l'Agence régionale de santé, l'ARS. Il y a 3 ans exactement, on a construit une piscine intérieure et on s'est posé la question d'essayer de consommer de moins en moins d'eau. En recherchant, on est tombé sur le projet d'Aquatech, qui est une société du sud de la France. Et on a été aidé par la région des Pays de la Loire, l'Agence de l'eau et Atout France pour faire une expérimentation au niveau des campings. Donc moi, je participe dans mon camping. Il y a un autre camping aussi sur Guérande, le domaine de l'Évenot. Et il y a un camping qui vient de rentrer cette année là en Vendée, le camping des Biches. Donc on a installé un système qui nous permet de recycler en instantané l'eau de la piscine. C'est-à-dire que normalement, on a des obligations sanitaires qui nous obligent effectivement à nettoyer régulièrement les filtres pour garder une eau de très bonne qualité. Et cette eau est rejetée aux égouts. Et là, dans le concept de l'Aquapool, on le récupère dans des cuves et on le retraite en interne. Et on récupère 80% des eaux de la piscine. Il y a un système avec des filtres très très fins, de l'ozone, différents systèmes. Et donc l'eau est réinjectée en instantané. Donc on récupère 80% de moins d'eau du réseau également. Donc c'est une démarche au départ de votre part. Vous étiez sensible à la consommation de l'eau justement. Pour vous, c'est assez important. Ce qui nous importait, c'est de pouvoir avoir un système qui puisse fonctionner dans n'importe quel camping, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. En ce qui vous concerne, de quoi parle-t-on en termes d'économie d'eau, justement, de cette eau qui n'est pas rejetée? Qu'est-ce que ça représente chez vous? À chaque nettoyage de filtre, c'est à peu près 1 fois par jour, on économise au minimum 5 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 5000 litres. D'accord. À chaque nettoyage. Plus en juillet-août, c'est là où il y a les plus grosses tensions en termes d'eau, puisqu'il fait plus chaud. Et donc c'est le moment véritablement où c'est important d'économiser de l'eau. Les piscines sont quand même gourmandes en eau, même si dans les campings, c'est une utilisation collective. Mais avec cette expérimentation, 80% d'eau, il n'y aura vraiment plus d'incidence. L'expérimentation ne s'arrête pas là. Compteur d'eau connecté pour localiser les fuites, récupération de l'eau des douches pour les mobil-homes et chauffe-eau économique. Les économies réalisées par le cumul de ces nouvelles installations et pratiques expérimentales seront ensuite communiquées à l'ensemble des campings de la région. Là, on est en train de tester. On va avoir une année avec des compteurs qui sont connectés, donc on sait pertinemment combien on aura de consommation et on va pouvoir comparer avec d'autres locatifs qui ne sont pas équipés. Est-ce que vous aurez le droit à un label pour attester de ces pratiques écologiques? Effectivement, oui, il existe différents labels. Nous, on a déjà été clé verte pendant plusieurs années. On n'a pas besoin vraiment de label, je pense, pour ça, parce que la plupart des campings, comme le mien, on est dans le plein air. De toute façon, on respecte la nature. On n'a pas besoin forcément d'être labellisé. On est tous regroupés au sein d'une fédération, la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air des Pays de la Loire. Et là, donc, on va lancer avec l'Agence de l'eau un nouveau test sur les compteurs connectés. Donc là, il va y avoir une 30aine de campings qui vont être équipés de compteurs connectés. Et le but, c'est de comparer nos consommations vis-à-vis des nuitées qu'on a. Après, ça va être à terme, ça va être de mettre en place des systèmes pour baisser nos consommations. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un camping refuserait finalement ce système ? Il y a aucune raison de refuser de toute façon, parce que si on fait des économies, c'est de l'argent, et puis on a tout intérêt tous à essayer d'économiser l'eau et puis d'être le plus sobre. Donc c'est vous qui allez être l'ambassadeur de ce système en quelque sorte, oui. Toutes les expérimentations qu'on fait, de toute façon, on les mutualise ensuite. On les mutualise, tout à fait. On va faire des ateliers pour présenter aussi tous les projets qu'on a faits. D'accord. On vous souhaite une bonne saison, une bonne continuation. Je vous remercie. Pensée locale, un enjeu de société. Toujours dans le pays de Ré, plus au sud, se trouve la baie de Bourgneuf. Le paysage change, les plages sableuses et les falaises laissent place aux marais bretons.
Ici se côtoient des activités maritimes et terrestres, ostréiculture, pêche à pied, élevage, maraîchage et tourisme. Pour comprendre et appréhender la gestion de l'eau dans cet espace naturel, on peut s'appuyer sur le travail des scientifiques. Bonjour Gaëlle Dieulefait, vous êtes archéologue maritime, maître de conférences, donc habilité à faire des recherches en archéologie moderne et contemporaine. En quoi ont consisté vos recherches, notamment sur la baie de Bourgneuf ? Effectivement, on s'est intéressé à la baie de Bourgneuf maritime. En fait, on a voulu en savoir un peu plus sur à quoi pouvait ressembler cette grande baie à l'époque. On a essayé d'identifier les différentes activités qui étaient en lien avec l'océan. Le paysage s'est considérablement modifié au fil du temps et la baie de Bourgneuf est un terrain idéal pour les archéologues qui sont en mesure de retracer les activités terre-mer depuis l'Antiquité à nos jours. On a vraiment deux grands paysages. On va avoir plutôt la partie nord où côté nord de Noirmoutier, on est sur du rocher, donc on est sur un littoral qui est stable, qui s'est stabilisé. Et par contre, quand on rentre sur le rivage au fond de la baie, on perçoit que depuis des millénaires, on a eu un changement total finalement de la physionomie de ce paysage. On avait au départ comme un archipel avec plusieurs îles. On avait aussi l'île de Bouin qui était vraiment séparée du continent. Grâce aux travaux, on a pu constater que progressivement, les courants marins ont changé. Les activités humaines se sont déplacées pour aboutir finalement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était comme une sorte de paysage de comptoir, si vous voulez. Il y avait des petits ports partout, on avait un grand bras de mer qui séparait l'île de Bouin du continent, et puis on avait plein de cours d'eau et d'étiers qui alimentaient des marais salants. Une activité nautique foisonnante aussi, avec beaucoup de navires qui venaient du nord de l'Europe ou du sud de l'Europe. Qui venaient charger du sel, le commerce de la Hanse, du vin, voilà, c'était vraiment extrêmement actif. Donc on était vraiment dans un territoire aquatique presque, je dirais. Et puis progressivement, les activités se sont tournées vers d'autres pratiques. Finalement, voilà, il y a eu une réorientation de certaines activités humaines. Et puis donc on voit finalement que progressivement, le domaine maritime était au cœur du quotidien, mais ça prenait un autre sens. C'était pas uniquement un lieu pour travailler. Un territoire où les habitants ont toujours été vigilants quant à la gestion de l'eau. Il y a eu de vastes campagnes au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Pendant 300 ans, finalement, il y a des secteurs, d'anciens secteurs maritimes, d'anciennes zones un peu marécageuses qu'on a asséchées, puis on a gagné des parcelles sur la mer. Et donc aujourd'hui, on est sur des terrains qui sont au niveau de l'eau, si vous voulez, au niveau de la mer. Et donc, à la moindre tempête, ce sont des territoires qui font face à l'océan et de manière très récurrente, dès qu'il y a des tempêtes ou d'autres aléas climatiques qui sont en frontale, quoi. C'est lié à l'activité humaine et puis aussi à la modification. Il y a eu aussi des transformations naturelles du paysage qui se sont faites sans que l'homme intervienne. Est-ce qu'on gère mieux aujourd'hui ou est-ce qu'on a perdu un petit peu certains savoirs Quel est votre constat à vous ? Par le passé, en tout cas, il y a une vraie maîtrise de l'eau et un vrai savoir-faire en termes de gestion des inondations, de gestion des cours d'eau. Et on le voit notamment dans l'industrie salicole où ils ont mis en œuvre des dispositifs vraiment formidables. Aujourd'hui, les maîtres justement de la gestion de l'eau, c'est les Hollandais qui, eux, maîtrisent justement les ouvertures, fermetures de vannes, la position des écluses, où on laisse les eaux s'écouler. Et dans le passé, vu qu'on avait une activité qui était dépendante de la gestion de l'eau, fait que on avait effectivement une pratique très développée autour de cette gestion. On était plus attentifs. Peut-être plus attentifs, oui. Et puis c'était aussi une nécessité. Qu'aujourd'hui on voit, il y a certains cours d'eau qui ont été asséchés, beaucoup de zones humides qui ont été colmatées. Cette gestion est moindre. Enfin, elle est moins importante, mais elle n'est pas inexistante. Et on le voit encore aujourd'hui justement aux abords de la baie de Bourgneuf et notamment dans le marais breton-vendéen. Il y a vraiment un gros travail qui est presque encore limite patrimonial en fait, avec ce savoir-faire de gestion des écluses quand même, de gestion des cours d'eau qui ont été conservés et qui sont toujours... À l'époque, ça faisait vraiment partie du quotidien. C'était les populations riveraines, les agriculteurs ou les marins-pêcheurs, les exploitants finalement, qui géraient... c'est des communautés dans les bourgs ou dans les villages qui se réunissaient pour faire les grands travaux.
pour entretenir. Et il y avait une synergie entre l'agriculture et ceux qui étaient sur la mer, en fait. À l'époque, effectivement, souvent c'était des personnes qui avaient une double activité en fonction des saisons. Donc il y a une saison où ils étaient marins-pêcheurs en mer ou sur la côte, et une autre saison où c'était des agriculteurs et le travail de la terre. Oui, ça c'est quelque chose de très intéressant. Cette nécessité, ce besoin et ce savoir-faire autour de la gestion de l'eau, c'est quelque chose que je crois s'est perdu pendant pas mal de temps, notamment dans les années 90 jusqu'aux années 2000. Et puis avec la restauration des espaces naturels, des cours d'eau, etc., ça a demandé de réactiver finalement un savoir ou une mémoire autour de la gestion de l'eau et qui est active aujourd'hui et qui fonctionne très bien visiblement. Comment ça se passe, vos recherches? En quoi ça consiste et sur quoi vous vous basez en fait? On a plusieurs portes d'entrée. La première, ça va être de travailler bien sûr sur les sources écrites. Qu'est-ce qu'il nous reste comme témoignage des personnes de l'époque sur leur activité autour de la mer ou de ces cours d'eau. Ensuite, on travaille aussi beaucoup sur les cartes parce que à l'époque, ces territoires, mais encore aujourd'hui d'ailleurs, font l'objet de relevés cartographiques, d'arpenteurs qui vont venir prendre des mesures, qui vont venir constater. Et donc ça, c'est une documentation magnifique pour voir l'évolution aussi d'un territoire au fil du temps. Et puis on va travailler ensuite sur tout ce qui est plutôt de l'archéologie, donc au niveau de la matérialité. Donc on va conduire des prospections, donc soit sous l'eau, soit à terre. On va faire également de la géophysique, où on va encore faire des prélèvements de sédiments pour essayer de retrouver des traces matérielles de ces activités passées. Donc ces trois éléments, ces approches nous permettent d'avoir une idée plus précise sur la longue durée, finalement, de l'évolution du paysage, mais aussi de manière réciproque de l'évolution de l'activité humaine vis-à-vis de l'océan et des ressources marines, ou en tout cas de l'occupation de l'habitat. Et ces recherches, est-ce qu'elles vont servir pour l'avenir? Comment anticiper justement la montée des eaux? Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment... C'est toujours très important de savoir ce qui a permis de constituer le paysage dans lequel on se situe aujourd'hui. Ça permet d'envisager des scénarios, soit d'inondation, d'érosion, ou au contraire aussi de côtes qui vont se réensabler. Mais ça permet d'avoir une idée de ce qui pourrait arriver et puis comment ça peut évoluer. Ça peut aider. En aucun cas on peut prédire. De là à dire comment ça va évoluer dans les 10, 20, 100 prochaines années. On a des grandes tendances, mais c'est difficile à préciser. Moi, je suis à chaque fois toujours impressionnée de la beauté de l'endroit. En termes de faune, de flore, de conservation du paysage, c'est assez extraordinaire. Et c'est une grande chance et d'autant pour nous, archéologues, parce qu'on a un paysage qui, en quelque sorte, s'est fossilisé et on peut lire dans ce paysage, finalement, toute l'histoire de ce territoire. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment une sorte de conservatoire, finalement, de se passer de cette activité. Et puis, on voit aussi que, il y a une vraie volonté, c'est entretenu. Moi, j'en ai une vision très positive, en tout cas une belle dynamique autour de ce territoire-là. Il faut féliciter, il faut saluer le travail qui est fait, parce qu'en France, je pense qu'il y a d'autres endroits qui n'ont pas le soin apporter qu'on peut avoir ici. Donc c'est vraiment une chance. C'est super et il faut que ça continue. Chaque habitant peut, s'il découvre un objet ou un phénomène curieux, en faire part aux scientifiques. En tant qu'enseignant-chercheur, moi je suis toujours à l'écoute et j'accueille bien volontiers toute information, tout témoignage ou autre intérêt qu'il pourrait avoir autour de ces échanges terre-mer et de l'eau au niveau de la baie de Bourgneuf. Vos recherches, vous les envoyez à qui travaille avec vous ensuite Donc c'est de la donnée qui se diffuse auprès du grand public, auprès des acteurs locaux. Et puis après, on le diffuse aussi auprès de la communauté scientifique par le biais d'articles dans des revues. C'est très intéressant aussi pour nous d'échanger avec nos homologues dans le cadre de publications scientifiques ou de congrès internationaux avec des collègues qui travaillent sur d'autres territoires ou qui utilisent d'autres méthodes pour que justement on puisse confronter ce que nous on a fait, nos résultats, et voir comment on peut les améliorer ou se nourrir aussi d'autres expériences. Voilà, donc et aussi pour les étudiants, mais auprès des étudiants, on va diffuser des travaux dont les résultats sont consolidés. Plutôt des travaux archéologiques ou des recherches dont on sait que les résultats sont validés, consolidés. Voilà.
Très bien, je crois qu'on a fait un petit tour. On pourrait en parler longtemps encore. On va vous laisser retourner sous l'eau. Oui, très bien. Merci beaucoup Gaëlle Dieulefait. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire. C'était Valérie Lecrome pour Jade FM.